de nombreuses ramifications, ayant de nombreuses dimensions. Ce n'est pas une crise purement technique, où il suffirait d'appuyer sur un bouton ici ou là pour en finir. Non, il y a une des dimensions, bien sûr économiques, mais politiques, sociales, financières, environnementales aussi. Elle est liée au dysfonctionnement du système financier. Et puis, bon, dimension morale, dimension sociale, j'en parlerai à la fin. Je voudrais vraiment mettre en lumière la faillite morale du système, qui est pire qu'une faillite d'un pays ou d'une entreprise. Et puis, pour terminer sur une note positive, pour ne pas vous couper l'appétit, j'aimerais parler des traitements, effectivement, parce qu'il y a des traitements simples à mettre en place. Alors, la montée en puissance de l'aristocratie financière. Jusqu'aux années 70, les politiques économiques qui étaient menées étaient plutôt du type keynésien. Donc, où justement les équilibres étaient plutôt respectés, on essayait de ne pas avoir un chômage trop important, les différences de rémunération devaient être relativement limitées. Et ça a été le cas jusqu'à la fin des années 70. Et puis le système a volé en éclats en quelque sorte, suite au déséquilibre lié à la guerre du Vietnam, au choc pétrolier, etc. etc. L'abolition aussi des accords de Bretton Woods qui permettait aux devises d'avoir des cours fixes les unes, grandes devises, d'avoir des cours fixes les unes par rapport aux autres. Et donc les responsables politiques ont commencé à chercher des recettes, d'autres procédures, d'autres idées. Et les néolibéraux étaient prêts, ils s'étaient organisés depuis longtemps. D'ailleurs le terme néolibéral vient d'eux-mêmes. En fait, il y a eu une réunion à Paris en 1938, organisée par les libéraux à l'époque, donc Hayek, Jean-Paul Aron, von Mises. Ils se sont posé une question intéressante d'ailleurs. Que peuvent proposer les libéraux face à la montée des totalitarismes à l'époque, hein, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Russie. Et puis ils ont créé ce mot néolibéralisme. Bon, mais ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'étaient pas au pouvoir. Ils se sont structurés en réseau, en association. En Suisse, il y a la Société du Mont Pèlerin, par exemple, société donc typiquement néolibérale. Mais encore une fois, la politique keynésienne donnait le là. Et puis bon, les choses ont basculé. Et là, ils étaient prêts, à la fin des années 70, ils étaient prêts pour proposer d'autres solutions aux responsables politiques. Et ces solutions ont été adoptées par, entre autres, par Ronald Reagan et par Margaret Thatcher. Et là, il y a un basculement. Donc pour résumer, on pourra en parler des heures, mais j'essaie de ne pas être long, une politique de l'offre, c'est substitué à une politique de la demande. Les deux sont décrites ici. Donc la politique de la demande était de nature keynésienne, encore une fois. Il s'agissait de stabiliser le chômage et de limiter les écarts entre les différentes rémunérations. Donc politique de l'offre est plutôt de nature néolibérale, encore une fois. Elle est basée sur des vagues de privatisation d'entreprises publiques et de dérégulation. Alors curieusement, cette politique de dérégulation qui a été menée à grande échelle en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres pays, d'ailleurs avec l'appui du FMI, elle a abouti à de nouvelles règles. Il faut qu'on en soit conscient puisqu'on les subit. Une règle ici que je cite, c'est la règle selon laquelle les entreprises, les banques, les grandes banques dites too big to fail, ont le droit de demander aux contribuables de financer les déficits, de les renflouer en cas de problème. Donc c'est une nouvelle règle à laquelle le contribuable est censé dire oui. D'ailleurs, il ne demande pas son avis, on doit payer la facture lorsque les choses tournent mal. Quand je vais parler de banques, je ne vais pas mettre toutes les banques dans le même panier, il faut être prudent. Ici, je parle des banques systémiques, des banques dites too big to fail. Donc là, on a une nouvelle règle du système de dérégulation, encore une fois. Les banques dites too big to fail seront renflouées chaque fois qu'il le faudra par le contribuable. J'estime que cette règle est dangereuse, pas seulement économiquement, mais aussi moralement. Donc sur cette base, l'aristocratie financière étend son pouvoir de plus en plus, par le biais de lobbies qui manœuvrent. Alors les principes démocratiques malheureusement sont le plus souvent bafoués. On peut voter à gauche, à droite, socialistes, libéraux, conservateurs. Au bout du compte, une seule politique économique ou financière sera appliquée. En France, on peut chercher longuement les différences entre François Hollande et Nicolas Sarkozy en termes économiques, financiers. Il y en a très peu. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. C'est la même politique qui s'applique. Et on nous dit bon, qu'il n'y a pas le choix, il faut satisfaire les marchés financiers. Non, non, le problème n'est pas de satisfaire les marchés financiers, le problème est de satisfaire la population en dernière instance. Et ce qu'oublient trop souvent nos représentants. Donc en ce sens-là, la démocratie est bafouée.
Donc cette caste siphonne des montants énormes et qui, au lieu de s'investir dans l'économie a un besoin urgent d'investissement. On parle de plus en plus du réchauffement climatique, à juste titre. On a 10, 15, 20 ans pour prendre les vraies décisions. Donc il y a eu cette réunion à Paris fin novembre, début décembre. De bonnes décisions ont été prises, très bien, maintenant il faut les appliquer. Et pour les appliquer, il faut investir, il faut se centrer sur le problème. Il semblerait que nos priorités, au-delà de jolis accords qui sont signés, notre priorité semble être de renflouer des banques dites too big to fail. C'est un puissant fond. Il faut se centrer sur l'urgence. Encore une fois, le réchauffement climatique, les problèmes énergétiques, les problèmes de formation, etc. Ça, c'est l'urgence. Alors, le système dégénère d'un certain point de vue, puisque au lieu de se centrer sur les investissements qui sont essentiels, il se centre sur des paris. Si on veut parier, il existe des casinos. Je ne sais pas s'il y en a à Grenoble, mais les casinos existent en France. Ce qu'on attend des banques n'est pas d'organiser des paris à grande échelle sur des faillites de pays ou d'entreprises. Il y a des produits qui le permettent, j'y viendrai dans un instant. On attend des grandes banques, et des banques en général, un travail tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en économie, d'avoir un doctorat en économie. Ce qu'on attend des banques, c'est tout simple, c'est de financer les investissements durables, les investissements rentables de l'économie réelle. Point. Très simple. On n'attend pas des banques qu'elles développent l'économie casino ou la finance casino. Et c'est ce que font les grandes banques au jour d'aujourd'hui. Donc vous avez les Panama Papers, certains fleurons français sont cités. Bon, c'est scandaleux, mais une série de scandales, ça ne sera ni le premier ni le dernier. Ce qui caractérise ces paris, tout de même un peu particulier, c'est qu'ils sont faits en se défaussant du risque sur le contribuable, sur le client des banques, sur les employés, et même sur les actionnaires qui perdent des montants énormes. Donc c'est un poker menteur très particulier, c'est-à-dire les gains sont privatisés et les pertes sont socialisées. C'est pire qu'un casino. Si vous allez au casino, bon, vous pouvez calculer la probabilité de gagner ou de perdre, les choses sont assez claires et puis bon, chacun prend ses responsabilités. Là, non. Là, les pertes ne seront pas subies par ceux qui prennent les risques. Cette crise a de nombreuses dimensions. Cette finance casino génère de nombreux problèmes à différents niveaux, donc environnementaux, sociopolitiques. Les signaux sont rouges. Je commence brièvement, ce n'est pas le thème de ma présentation, mais en ce qui concerne les aspects environnementaux, on peut se focaliser sur la notion d'empreinte écologique. J'en donne la définition selon le WWF. Il s'agit de mesurer la quantité de surface terrestre bioproductive nécessaire pour produire les biens et services que nous consommons et absorber les déchets que nous produisons. Nous n'avons accès malheureusement qu'à une seule planète. Et vous savez où on en est actuellement, on en est à peu près 1,6. Donc il va sans dire que ce n'est pas durable. Mais si nous continuons sur la base de cette tendance, on va arriver, vous voyez, en 2050 à presque 3 planètes. Donc, il est clair qu'il faut changer de paradigme, il faut changer de mode de fonctionnement pour pouvoir se diriger selon la ligne jaune vers une planète. Donc, pour résumer, en ce qui concerne les aspects environnementaux, là aussi on pourra en parler des heures. Cet aspect économique maintenant, j'en ai parlé hier soir, distribution des revenus. Là aussi, elle n'est pas durable. Une vraie crise aussi. On assiste à une vraie crise à ce niveau-là. J'ai écrit distribution attendue des revenus annuels et non pas la véritable distribution. On est à peu près 7 milliards. Ici, les plus pauvres peut-être 10 000 euros par an et les plus riches peut-être 10 millions, peut-être. Je m'exprime au conditionnel éventuellement. Quelle est la véritable distribution des revenus annuels? Voilà, je vous la donne ici. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Y a-t-il une erreur? Oui, il y a une erreur, mais pas statistique malheureusement. C'est une erreur dans l'organisation de la société. Vous voyez, la différence, c'est que je n'ai pas mis ici 10 millions, mais 4 milliards. 4 milliards. En l'occurrence, M. George Soros a perçu en 2013 4 milliards de dollars. Ce n'est pas sa richesse, c'est un revenu annuel. C'est une boulimie. Qu'est-ce que vous voulez faire de 4 milliards par an? Vous achetez 3 à Noël pour vos enfants, 3 sous-marins, 2 Boeing, un Airbus. Qu'est-ce que ça veut dire? La logique même du capitalisme, l'idée c'est de consommer. Vous ne pouvez pas consommer 4 milliards par an, c'est une boulimie. Alors ce n'est pas un individu bien sûr, parce qu'on ne va pas déformer la courbe pour un individu. Il y a à peu près 0,01% de la population là. 0,01% de la population. Là vous avez 40% de la population qui essaye de survivre avec moins de 2 $ par jour. Invisible bien sûr par rapport à quelques milliards par an. Un pays comme le Brésil, peut-être maximum revenu moyen 10 000 euros par jour, invisible par rapport à quelques milliards, 10 000 euros excusez-moi, par an, invisible par rapport à plusieurs milliards par an. En Suisse, pays plus riche, peut-être revenu moyen de l'ordre de 70 000
francs suisses, invisible par rapport à quelques milliards par an. Donc au bout du compte, vous avez 99,99% de la population qui sont invisibles par rapport à cette aristocratie ici, 0,01%. Alors ce n'est pas uniquement économique, encore une fois il y a de nombreuses ramifications et dimensions, ça génère des problèmes sociaux, ça génère des problèmes politiques, où on a parlé des aspects liés à la démocratie, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, quand on perçoit de tels montants, on peut acheter des médias comme nous, un morceau de pain. On peut influencer les médias, les acheter, les vendre. Donc où on en est, c'est inquiétant, sous l'angle, encore une fois, bien sûr économique, sous l'angle politique, moral, etc., social. Ces statistiques sont sèches. Que font ces gens-là qui sont à gauche, à peu près ces 3 milliards d'individus qui essayent de survivre avec au maximum de dollars par jour? Ici, vous avez l'exemple du Ghana. On pourrait montrer aussi de nombreux exemples. Lorsque nos ordinateurs sont cassés, en Europe et souvent aux États-Unis, on les envoie souvent, pas toujours, au Ghana, dans quelques autres pays africains. Et le prétexte étant, on va aider ces pays. Bon, mais ces ordinateurs sont tellement cassés qu'on ne peut plus en faire grand-chose. Et on voit là des jeunes qui, au lieu d'aller à l'école ou à l'université, essayent de les dépecer, ces ordinateurs, pour en extraire des métaux. C'est dangereux. L'espérance de vie est très limitée là-bas, est très faible. Vous voyez, c'est une sorte de scène de guerre, là. Vous avez du feu, on dirait qu'il y a des explosions. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre scène de guerre aujourd'hui, nous sommes de guerre sociale, c'est la Grèce, donc des émeutes avant l'élection du nouveau gouvernement, en janvier 2015 aussi. Des émeutes, des tensions, une sorte de guerre sociale. Une autre scène de guerre sur un autre continent, les États-Unis. On dirait que c'est une scène de guerre, ce n'est pas une guerre. Mais Détroit, donc vous savez, Détroit était une ville très active en termes de production automobile. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que ça a été bombardé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Simplement, bon, il y a eu la délocalisation, effectivement. Donc il y a des lieux de production qui sont meilleurs marchés pour de nombreuses entreprises. Et puis aussi un autre phénomène, c'est que le secteur financier, Wall Street en l'occurrence, attire de nombreux cerveaux, parce qu'il rémunère mieux que l'industrie automobile. Et pourtant, on en aurait besoin dans l'industrie automobile d'ingénieurs susceptibles de construire des voitures plus petites, plus efficaces, qui consomment moins d'énergie, etc. C'est urgent. Non, ils vont souvent vers Wall Street. Alors pourquoi on nous dit ce sont les lois du marché, Wall Street paye mieux, donc ils vont là-bas. Non, ce n'est pas du tout la loi du marché. Pourquoi Wall Street paye mieux? Parce que les grandes banques, encore une fois je mélange, il y a banque et banque, je fais allusion aux grandes banques, celles qui sont systémiques, sont subventionnées. Et pourquoi sont-elles subventionnées? Parce que lorsqu'elles effectuent des emprunts, ces emprunts sont... les taux d'intérêt qui correspondent à ces emprunts sont plus faibles. Pourquoi? Parce qu'elles ont une garantie. Nous sommes là, nous contribuables, en cas de problème. Donc, elles ont cette garantie publique, ce qui leur permet de les subventionner. Alors, elles se prétendent libérales, mais elles sont subventionnées. Il y a une étude du FMI qui montre, qui calcule ces subventions. C'est incroyable. Donc, pour l'Europe, pour vous donner une idée, en 2 ans, 2011-2012, le montant des subventions implicites aux grandes banques européennes, donc on en a 3 en France, correspond à 300 milliards de dollars. Aux États-Unis, c'était 50 milliards sur 2 ans. Donc ces grandes banques sont subventionnées. Sur cette base, bien sûr qu'il est facile de rémunérer mieux les ingénieurs, mais ce n'est pas du tout la loi du marché. Ce sont des subventions bien supérieures à celles qui sont octroyées au secteur agricole. On dit ah oui, le secteur agricole est subventionné. Et ce sont les banques d'ailleurs souvent qui le disent. Mais les grandes banques le sont encore plus, bien plus. Et donc le problème, à Détroit comme ailleurs, c'est qu'une logique financière s'est imposée aux dépens de l'économie et de la société. Donc vous avez une logique court-termiste. Il faut produire des chiffres tous les trimestres. La logique industrielle est différente. Il s'agit d'années, même plus. Donc le rythme est différent. Donc voilà, ces dysfonctionnements du système financier s'exportent vers l'économie et vers la société. J'aimerais me focaliser sur certains d'entre eux. La boulimie, donc on a déjà parlé, mais je vais aller un peu plus loin. La boulimie de certains de ces acteurs. La complexité exagérée de ces produits. Plus le produit est complexe, plus la marge est élevée. Je donnerai quelques exemples. Et puis sa déconnexion croissante par rapport à l'économie et à la société. La boulimie, je vais donner l'exemple de l'UBS en Suisse, mais c'est le cas aussi pour les grandes banques françaises. Je commence avec un graphique où vous avez en bleu les profits, puis les pertes en 2007, 2008, 2009, puis à nouveau les profits, puis les pertes en 2012 liées à une amende très forte aux États-Unis, puis à nouveau des profits. Et en rouge, vous avez les dividendes. Donc ce graphique est logique dans le sens où quand vous avez des profits, la société distribue des dividendes, logique, et quand il n'y a pas de profit,
La banque en question ne distribue pas de dividendes. Donc ça, sauf en 2012, mais les dividendes étaient tout petits. Donc c'est un graphique, on va dire, logique par rapport au fonctionnement de l'économie. Maintenant, je vais vous montrer les bonus. Là, c'est moins logique, beaucoup moins logique. Vous avez en bleu toujours les profits ou les pertes, mais en rouge, vous voyez que vous avez des bonus en 2007, 2009 et 2012, bien qu'il y ait des pertes injustifiables, moralement douteux aussi. Maintenant, si on creuse un peu plus, on s'aperçoit qu'en 2007, 2009 et 2012, s'il n'y avait pas eu de bonus, il n'y aurait pas eu de perte. Je m'explique, les barres rouges sont plus élevées, sont plus importantes que les barres bleues. Donc, ce qui veut dire que cette société, en l'occurrence UBS, en 2007, 2009 et 2012, a priori, ne générait pas de pertes, générait des profits. Ces profits ont été transformés en pertes, et les pertes permettent d'éviter de payer des impôts. Je voudrais vous donner un autre exemple. M. Fould, ex-directeur de l'ex-banque Lehman Brothers, il a perçu environ 500 millions de dollars entre 2000 et 2007. La banque est tombée en faillite. Il a été en situation de conserver ce montant. Le système dérape, c'est une boulimie. C'est injustifiable que de tels montants soient octroyés au directeur d'une société qui est tombée en faillite. Donc c'est un dérapage. La complexité exagérée des produits financiers. Donc j'ai deux exemples, l'un suisse, l'autre français. Je vous résume. Vous voyez la publicité de ce type dans les journaux. Là, donc, vous voyez d'abord le nom, BRC en anglais, personne ne sait ce que ça veut dire, Barry Reverse Convertible, on en sait encore moins. Après ça, vous voyez un chiffre, 8%. Ça semble intéressant, si on compare 8% à ce que proposent les obligations françaises, allemandes ou suisses dont les taux sont souvent négatifs, d'ailleurs, ça semble intéressant. Vous voyez des entreprises qui jouissent d'une bonne réputation, Nestlé, Swatch, Zurich Insurance, et des notes, vous voyez, Moody's A1, Standard & Poor's A+, semble intéressant. Si on s'arrête là, si on n'a aucune formation dans le domaine, on se dit, bon, pourquoi ne pas investir? En un mot, je vous explique comment ça fonctionne. Vous investissez 100 000 euros au 1er janvier, ça dure un an. À la fin de l'année, vous récupérez 8%, donc 8 000 euros. Et que se passe-t-il en ce qui concerne votre investissement initial? Si ces trois actions ont eu un cours qui soit a augmenté, soit qui est resté stable, vous récupérez votre mise initiale, les 100 000 euros. Si l'une des trois chute, vous commencez à percevoir moins, donc 88 000 euros, 80 000, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est ambigu parce que si vous étudiez l'économie ou la finance, on va vous dire, ah, vous voyez, vous avez des sociétés, le système, le panier d'actions est diversifié. Non, c'est exactement le contraire, parce que plus vous avez d'actions dans le panier, plus la probabilité qu'une du lot chute est élevée. Supposons que vous en ayez 20 ici, pour résumer. C'est quasiment sûr que sur les 20, il va y avoir une qui va chuter, en l'espace d'un an. Donc produit ambigu. En France, c'était le produit Doubleau, caisse d'épargne, vous avez entendu parler peut-être de ce scandale. Alors c'était pas un an, c'était 6 ans. C'était pas 3 actions, c'était 12 actions. Alors voilà, si tout allait bien après 6 ans, c'est-à-dire si aucune des 12 actions ne chutait en l'espace de 6 ans, on peut croire au miracle, vous récupériez non seulement votre mise initiale, mais le double. Ça s'appelait Doubleau, donc 200 000 euros. Si une des 12 chutait en l'espace de 6 ans, fort probable, on vous dit, mais votre capital est garanti, vous récupérez vos 100 000 euros. C'est pour ça que l'État ne contrôle pas ce produit. Attention, vous ne récupérez jamais 100 000 euros, il y a commission au passage. Donc au bout du compte, les gens qui ont investi, y compris des retraités en France, après 6 ans, ils ont récupéré à peu près 95-96 000 euros. Un scandale que font les pouvoirs publics. Je voudrais attirer votre attention sur la note. Bonne note, vous voyez, A1, A+. Comment explique-t-on cela? Est-ce que vous avez une idée du temps que passent en moyenne ces sociétés pour octroyer une note? Vous avez une idée? Il s'agit de mois, de semaines, d'années, de jours? Quel serait l'ordre de grandeur? Comment? Minutes? Oui, bon, c'est en moyenne de 3 heures. Il y a différentes sources. C'est facile, il suffit de voir combien de personnes travaillent pour une de ces sociétés et combien de notes ils émettent chaque année. Donc vous avez la moyenne, facilement. De 3 heures, mais ce n'est pas seulement une note, c'est aussi un rapport de 200 ou 300 pages. Donc il y a du copier-coller tout de même un peu derrière, il faut être réaliste. Bon, à la fin, c'est une farce. C'est une farce, d'autant plus qu'il y a un délit, il y a un conflit d'intérêts. Ils sont payés directement par les clients. Moi, je suis professeur, c'est le cas de nombreuses personnes ici, il y a beaucoup d'enseignants. Nous ne sommes pas directement payés par nos étudiants. On est honnête, mais enfin, il y aurait certainement des dérapages à un moment ou à un autre. Donc le système est très simple, on sait comment ça fonctionne, ça s'appelle les impôts.
Donc les parents des étudiants payent des impôts et par ce biais nous sommes rémunérés. Donc il fallait d'emblée utiliser cette idée. On savait à l'avance que ça allait déraper. Si vous êtes intéressé, il y a ce film Inside Job, très intéressant, qui développe aussi ces idées. Il me reste encore 10 minutes? Ah bon, vous me dites. Hein. Ces produits dits structurés. Oui. Parfait, merci. Ces produits dits structurés, là, ce sont deux exemples de produits dits structurés, sont construits sur la base de produits dits dérivés, qui correspondent à peu près à 12 fois le PIB mondial. Donc c'est énorme. Si vous lisez un texte, un article ou un livre académique en finance, vous allez voir que ces produits dérivés sont très utiles parce qu'ils permettent aux entreprises de se couvrir. Effectivement, si un importateur ou un exportateur français qui a des contacts, des clients aux États-Unis, par exemple, a besoin d'une couverture de change. Ok, c'est vrai. Mais pour avoir une couverture de change, effectivement, je ne pense pas que les couvertures globalement correspondent à 12 fois le PIB mondial. Si vous laissez produits, devraient correspondre peut-être à 20, 30, 40% du PIB mondial. S'ils étaient uniquement ou avant tout utiles en termes de couverture. Mais là, on n'en est pas à 20, 30, 40% du PIB mondial, on est à peu près à 12 fois plus. Donc, ce qui veut dire que le restant correspond à des paris, à cette finance casino qui génère un risque systémique dont on ne sort pas. C'est pour ça qu'à mon avis, cette crise prend un caractère permanent. Les institutions actives dans ce domaine, donc les grandes banques ou les hedge funds qui diffusent ces produits, se comportent en pompiers pyromanes, dans le sens où ils diffusent ces produits qui génèrent du risque systémique. Il y a des faillites de pays ou d'entreprises. Et plus il y a de risque systémique, plus ces mêmes banques peuvent vendre de produits, dits de couverture. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour être encore plus clair, si vous lisez la presse financière ou économique, vous trouverez ce terme parfois CDS. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on vous dit, ça veut dire un Credit Default Swap. Ah, d'accord. Bon. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez sur Google, sur Internet, vous trouvez une définition. Okay. Un CDS est un produit dérivé qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque de défaut de paiement d'une entité de référence. Bon, ça semble neutre, peut-être probablement utile d'ailleurs. Effectivement, on a besoin de produits de couverture. Puis vous creusez un peu plus, vous voyez une note en bas de page. Remarque. Vous trouverez ça. Il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité de référence pour entrer dans un contrat de CDS. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de tout cela? Ça semble positif, la manière dont la phrase est tournée. Hein. Il n'est pas nécessaire de. Vous avez plus de degrés de liberté. Vous êtes libre. Bon, ok. Mais alors, si on résume, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être exposé à un risque pour vous couvrir. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'êtes pas exposé à un risque, pourquoi avez-vous besoin d'une couverture? Je vous donne un exemple. Vous ne possédez pas de voiture, mais vous êtes autorisé, vous êtes libre d'acheter une assurance auto. Bien, c'est la liberté. Même 2, même 10, qui sait? Vous êtes libre, il n'est pas nécessaire 2. Vous voyez, la phrase est bien tournée. Je continue avec cet exemple. Vous savez que votre voisin conduit mal, vous êtes autorisé, vous êtes libre, vous pouvez acheter une assurance voiture, ou 10 ou 20 sur sa voiture. Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une assurance ou qu'est-ce que c'est au bout du compte? À votre avis, c'est un pari. Un pari sur quoi? Sur son accident. Voilà. Alors là, en finance, ce n'est pas d'accident de voiture, vous avez des faillites, des paris sur les faillites, ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Alors, il va sans dire que si un individu achète 10, 20, soi-disant, assurances auto sur la voiture de son voisin qui conduit mal, il aura tellement investi qu'il sera peut-être incité pendant la nuit à trafiquer un peu la voiture de son voisin pour s'assurer que l'accident va bien se produire. Pourquoi achèterait-il tant d'assurance auto? Ah, bien sûr, avec les voitures, c'est interdit, à juste titre. Mais ici, c'est autorisé encore. Alors pourquoi? Alors c'est astucieux, vous voyez, au lieu d'appeler ces produits d'assurance, ils sont présentés comme des produits d'assurance, les soi-disant Credit Default Swap. Bon, il suffit de les appeler produits d'assurance, ils sont des produits d'assurance, non? J'utilise un terme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que les swaps, en Amérique du Nord et en Europe, sont beaucoup moins régulés que les produits d'assurance. Les produits d'assurance sont régulés. Encore une fois, vous achetez une voiture, vous n'avez pas de liberté, vous devez avoir une assurance, une et une seule. Vous n'avez pas de voiture, vous n'êtes pas autorisé à acheter une assurance auto. Donc dès qu'on voit assurance dans un contrat, c'est régulé. Dès qu'on voit swap, alors là, tout est permis, semble-t-il. Donc voilà, c'est un exemple. Et pour illustrer cet exemple, je vais faire un petit graphique là. Vous avez 3 entités, une banque, une entreprise, une assurance. Donc la banque octroie un crédit à l'entreprise, un montant X, supposons 10 millions d'euros. Et l'assurance, et l'entreprise se couvre, comme toujours, contre des dégâts dus au feu ou à de l'eau, qui sait. Bon, tout va bien. Après ça, la banque craint qu'à terme, l'entreprise puisse connaître des problèmes et craint que cette entreprise ne rembourse pas le montant X, le montant de 10 millions d'euros. Donc elle achète un CDS. Un CDS correspond aux États-Unis à 10 millions de dollars. Donc supposons qu'ici, ça correspond à 10 millions d'euros. OK ?
Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Pour que vous compreniez ce que veut dire ce contrat. Ça veut dire que si l'entreprise, à terme, au lieu de rembourser 10 millions d'euros, ne rembourse que 3 millions, eh bien la banque activera son CDS qu'elle a acheté à cette compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance paiera la différence, en l'occurrence 7 millions d'euros. C'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'à là, aucun reproche à faire, c'est-à-dire chaque entité joue son rôle, l'entreprise investit, la banque fournit des crédits et l'assurance assure. Et là, le CDS est utile comme produit d'assurance. Le système dérape à partir du moment où la banque, au lieu d'acheter un CDS sur 10 millions d'euros, on achète 10 sur 10 fois 10 sur 100 millions d'euros. Pourquoi la banque aura-t-elle besoin de se couvrir sur 100 millions d'euros alors que le risque est au maximum 10? Alors là, le système dérape. Permettez-moi de comparer deux situations. Première situation, l'entreprise rembourse sa dette, paye les 10 millions d'euros à terme, et la banque reçoit 10 millions d'euros. Okay. Second scénario, l'entreprise connaît des difficultés financières, elle ne rembourse que 3 millions d'euros par exemple. Donc la banque va activer ses 10 CDS et va percevoir 10 fois la différence, donc 10 fois 7, 70 millions. Donc je résume, la banque perçoit plus, les profits de la banque sont plus élevés lorsque son client connaît des difficultés financières. Comment un tel système peut-il fonctionner? Comment se fait-il qu'une grande institution, une grande banque, génère et reçoive plus de profits lorsque ses clients sont en difficulté? Ça veut dire qu'il y a un ver dans le fruit, d'emblée. Parce que le système est censé fonctionner si les clients et les entreprises sont satisfaits. Donc là, c'est un vrai problème. Après ça, bon, bien sûr, vous aurez d'autres banques qui vont intervenir, qui n'ont aucun rapport avec l'entreprise, elles n'ont pas effectué de prêt à cette entreprise et qui achètent tout de même des produits de couverture. Hein, c'est l'histoire du voisin. Au bout du compte, une de ces institutions tombera en faillite, probablement, et le contribuable la renflouera, éventuellement. Donc, est-ce que c'est purement théorique? Je souhaiterais que ça soit le cas. Est-ce qu'on a un exemple d'une grande banque qui est tombée en faillite en 2008, à New York? Oui, Lehman Brothers, qui jouait le rôle de cette entreprise à droite. Qui a émis ces produits? Qui a été la société d'assurance qui a émis ces CDS? Et AIG, aux États-Unis. Et lorsque Lehman Brothers est tombé en faillite, AIG était quasiment en faillite, parce qu'elle n'était plus capable de fournir les fonds. Elle avait vendu des produits, CDS, donc des paris sur la faillite de Lehman Brothers, mais en pensant que jamais Lehman Brothers ne tombera en faillite. AIG pensait que Lehman Brothers était too big to fail, manifestement ils ont fait une erreur. Le gouvernement américain a décidé tout de même de renflouer AIG, mais de laisser chuter Lehman. Donc voilà, une sorte de finance casino, qui n'est pas utile à l'économie, ça génère des risques, des faillites d'entreprise, au-delà de Lehman Brothers, voilà, il faut stabiliser le système. Déconnexion, troisième point, la déconnexion croissante du secteur financier par rapport à l'économie et à la société. Je vais citer deux exemples, les transactions à haute fréquence et le cas de la Grèce. Transactions à haute fréquence, une majorité de transactions sont actuellement effectuées tant en Europe qu'en Amérique du Nord à la milli, voire à la microseconde. Il faut le savoir. Quel est l'intérêt d'effectuer des achats d'actions à la micro ou à la milliseconde? Ce soir, si vous achetez une action, vous voyez un prix, 100 € par exemple. Si vous faites ce mouvement, à partir du moment où vous cliquez sur un bouton là, le prix va changer. Et au lieu de 100 €, vous verrez s'afficher par exemple 100,1 €. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur ultra puissant dans la région aura repéré que vous voulez acheter pour 100, il l'achète pour 100 sur le marché et vous le vend à 100,1. Il vous dit voilà, je vous apporte de la liquidité. Non, je veux juste acheter mon action à 100, pas à 100,1. Donc, les sociétés actives dans ce domaine récupèrent chaque fois des petites marges, mais cumulées, ça correspond à des montants énormes. Donc, c'est une sorte d'arbitrage, ils profitent du client. En anglais, ça s'appelle front-running, profiter du client. Le front-running est interdit, mais les transactions à haute fréquence sont autorisées. Elles peuvent générer des crises qui durent quelques minutes. Tout à coup, vous avez des décrochages de cours, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, ça génère du risque systémique dans l'économie. Donc là, il y a eu l'exemple du 6 mai 2010. Aux États-Unis. Puis autre point, quelle est l'utilité pour l'économie de transactions financières à la microseconde? Il ne faut tout de même pas oublier que la finance est censée servir l'économie, encore une fois, financer les investissements durables et rentables de l'économie. L'économie ne fonctionne pas à la microseconde, il s'agit de semaines, de mois, d'années. Cas de la Grèce, rapidement aussi, qui illustre cette déconnexion croissante du secteur financier par rapport à l'économie, à la société et aussi les montages douteux qu'il met en place. La situation de la Grèce était déjà délicate en 1999, en l'an 2000. La Grèce ne semblait pas en situation de satisfaire les fameux critères de Maastricht. Et soudain, la situation s'est améliorée en quelques semaines et personne, ni à Bruxelles, ni à Francfort, n'a cherché à savoir pourquoi.
Et une des raisons pour lesquelles ça a été possible, c'est que la banque Goldman Sachs a permis à la Grèce de cacher une partie de sa dette. Donc on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais avec des montages autorisés. C'est ça le problème d'ailleurs. Donc c'était une sorte de dette cachée qui n'apparaissait pas dans les comptes publics. Et la Grèce devait en rembourser, bien sûr, cette dette cachée 10, 15 ans après. Et bon, on a vu les problèmes. Le montage était autorisé, donc Goldman Sachs n'a pas été poursuivi. Qui était directeur Goldman Sachs Europe entre 2002 et 2015, M. Draghi, directeur de la Banque Centrale Européenne, qui à ma connaissance n'a jamais condamné publiquement, en tout cas, ces pratiques. Elles sont peut-être encore utilisées avec d'autres pays. Donc vous savez où on en est aujourd'hui. La dette publique grecque correspond à 200% du PIB. Il est impossible que la Grèce rembourse toute sa dette, il faut être clair. C'est impossible. Donc à savoir maintenant qui va payer la facture. Mme Merkel et M. Sarkozy, en 2011, ont décidé unilatéralement de transformer la dette privée en dette publique. C'est-à-dire que nous sommes maintenant responsables. Je vous rappelle que les prêts qui avaient été octroyés à la Grèce avant 2011 avaient été faits par les grandes banques françaises et allemandes. Et ces grandes banques n'ont plus voulu subir les risques. Et nos représentants politiques ont été d'accord. De quel droit? Donc ce qui veut dire que pratiquement, si la Grèce ne rembourse pas, et ça semble pratiquement impossible, ça veut dire que le contribuable allemand et français va devoir payer la facture. Non. Le travail d'une grande banque, c'est de prendre ses responsabilités, tout simplement. S'ils octroient un crédit à un pays, eh bien, ils doivent, si ça tourne mal, eh bien, subir les coûts, tout simplement. Ce n'est pas à nous de subir les coûts. C'est dans ce sens-là que le système dégénère. 200%, ce n'est pas remboursable. L'Allemagne, d'ailleurs, le sait bien, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est à peu près le niveau des dettes de l'Allemagne. Et il y a eu cette conférence à Londres en 1953, et plus de la moitié des dettes allemandes ont été pardonnées. Faillite morale, plus importante, encore une fois, que la faillite d'un pays ou d'une entreprise. Et j'aimerais illustrer cela avec deux exemples. Bon, encore une fois, c'est la question du cynisme et de la responsabilité face à ces actes qui se posent. Et deux exemples, M. Kerviel, qui est très connu, qui est en prison actuellement. Et donc la police, la justice a saisi un de ses courriels. Donc voilà ce qu'il écrivait à l'époque. Dans une salle de marché, le modus operandi idéal tient en une phrase, savoir prendre le maximum de risques pour faire gagner à la banque le maximum d'argent. Au nom d'une telle règle, les principes les plus élémentaires de prudence ne pèsent pas lourd. Au sein de la grande orgie bancaire, les traders ont donc juste droit à la même considération que n'importe quelle prostituée de base, la reconnaissance rapide, que la recette du jour a été bonne. Pour citer M. Touré, vous l'avez peut-être vu dans le film Inside Job, il a étudié à l'école centrale, Stanford, belles études, il a commencé très jeune à travailler pour Goldman Sachs. Il y a eu ce procès contre Goldman Sachs, justement, très intéressant. Goldman Sachs a été accusé de vendre des produits douteux à ses clients. Et voilà donc ce qu'il a déclaré dans un de ses courriels aussi. De plus en plus d'effets de levier, de plus en plus de dettes, en l'occurrence, dans le système. L'édifice tout entier peut s'effondrer à chaque instant. Quand je pense que c'est un peu moi qui ai participé à la création de ce produit, le genre de truc que tu inventes en te disant « et si on crée un machin qui ne sert absolument à rien, qui est complètement conceptuel et hautement théorique, et que personne ne sait pricer, donc évaluer ». Ça fait mal au cœur de voir que ça implose en vol. C'est un peu comme Frankenstein qui se retourne contre son inventeur. Donc, pour résumer, le premier se compare à une prostituée, le second à Frankenstein. Bon, par chance, ils n'ont étudié ni à l'université de Zurich ni à l'INRIA, mais bon, ils sont étudiés quelque part, certainement. Et donc la question se pose de la responsabilité des enseignants aussi par rapport à cela, surtout en économie et en finance. Un autre exemple, l'argent devient une drogue. Monsieur Polk, qui était un ancien trader, a écrit un livre très intéressant, un article aussi dans différents journaux. Je le cite rapidement. Pour lui, l'argent devient une drogue. C'est cette boulimie, en quelque sorte, cette maladie. Durant ma dernière année à Wall Street, mon bonus était de 3,6 millions de dollars. Et j'étais furieux car ce n'était pas assez. J'avais 30 ans, pas d'enfants, pas de dettes à rembourser, pas d'objectif philanthropique à l'esprit. Je voulais plus d'argent pour exactement le même motif qu'un alcoolique a besoin d'un autre verre. J'étais intoxiqué. Non seulement je n'aidais pas à trouver des solutions aux problèmes du monde, mais j'en profitais. Voilà, une faillite morale. Pour conclure, à ce niveau-là, je vais citer M. Craig Bankfine, directeur de Goldman Sachs, qui a déclaré en 2009 qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu. Donc c'est du pur cynisme. Bon, l'asservissement des élites, que font les élites pendant ce temps? Bon, ils pratiquent souvent la langue de bois, on le voit sur les plateaux télévisés. On a besoin tout de même de solutions face à tout cela. Et on ne s'oriente pas dans la bonne direction. Le système de formation a une responsabilité, et à mon avis, il ronronne, en tout cas dans mon domaine, en économie et en finance, il ronronne. Bon, il y a des problèmes, et puis on parle d'autre chose. Voilà. Alors, un dernier transparent, finalement une note positive. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord un principe de base, placer l'homme au centre de l'économie.
Vous savez ce qu'on dit en médecine, on en parlait hier soir, l'opération a réussi mais le patient est mort. Donc là, on entend ça parfois en économie, c'est bon pour ce pays. Ce pays va souffrir, mais c'est bon pour ce pays. Non, non. Si ce pays souffre, c'est que quelque part, c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème. Donc, placer l'homme au centre de l'économie, et puis la question des responsabilités. Lorsqu'on s'engage dans des investissements, il est hors de question que les autres subissent le risque des investissements. Donc, c'est le problème des institutions too big to fail. Donc là, il y a quelques mesures. Certification des produits financiers. Je vous ai donné 2 exemples, hein, entre autres le produit Doubleau en France. Comment se fait-il que ces produits toxiques soient autorisés en Europe? Dans tous les domaines industriels, sauf un, vous avez un processus de certification. Domaine automobile, pharmaceutique. Vous avez des institutions qui vérifient. Alors, ce n'est pas parfait, bien sûr, hein. Il y a des défauts, mais elles ont le mérite d'exister, ces institutions. En finance, il faudrait que ça soit le cas. Donc, des institutions qui vérifient si ces produits sont utiles à l'économie, à la société. Si c'est le cas, bienvenue. Si ce sont des paris douteux, que les gens aient parié au casino, ça ne doit pas être autorisé. Séparation des banques entre celles qui sont de dépôt et celles d'investissement. J'ai mis investissement entre guillemets parce que c'est souvent la finance casino. Il est hors de question que celles qui jouent au casino le fassent avec les fonds des clients ou du contribuable. Que ce soit séparé. En l'occurrence des clients, là. Que ce soit séparé. Régulation des fonds spéculatifs qui appartiennent à la finance cachée, finance de l'ombre, il faut qu'ils soient régulés. Pourquoi aurait-on besoin d'une finance de l'ombre d'ailleurs? Correction des rémunérations surdimensionnées, oui. Qu'est-ce que ça veut dire de percevoir 20, 30, 40 millions d'euros par exemple par an? Ça n'a aucun sens, surtout lorsque la société en question connaît de graves problèmes. Le système dérape. Là. Forte réduction de l'endettement des banques systémiques, oui. Bon, les capitaux propres sont de l'ordre de 3, 4, 5% du bilan. Mais vous avez un hors-bilan gigantesque, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans le bilan, les produits dérivés, structurés sont hors bilan. Donc au bout du compte, le capital est très faible, ce qui veut dire que la situation est très très fragile. Mais si ça tourne mal, encore une fois, le contribuable paiera la facture. Donc il faut que des banques plus petites ayant bien plus de capitaux propres, comme c'était le cas il y a un siècle. Les grandes banques avaient des capitaux propres de l'ordre de 20 à 30%. Si on veut obtenir un prêt pour acheter un appartement ou une voiture, la banque nous demande de mettre sur la table 20% du montant. Il faudrait qu'elle s'applique à elle-même ces règles. Introduction d'une microtaxe sur tous les paiements électroniques. Je pense que c'est une idée intéressante. Pour vous donner une idée, l'intuition de cette mesure, 0,2% sur chacune des transactions électroniques, des paiements électroniques. C'est-à-dire chaque fois qu'on utilise la carte de crédit. De toute façon, ce n'est pas la taxe Tobin. Hein. Vous allez au restaurant, vous utilisez la carte de crédit, vous allez à un automate dans une banque, vous retirez de l'argent. Chaque fois que vous utilisez la carte de crédit ou votre ordinateur pour payer une facture. Si on prenait 0,2%, je vous donne le cas de la Suisse parce qu'on a fait des calculs, ça suffirait ça permettrait théoriquement d'abolir tous les autres impôts. On aurait plus que ce que les autres impôts génèrent, y compris la TVA, l'impôt sur le revenu. Très simple, 0,2%. Bon, l'idée intuitive, c'est que finalement le secteur financier ne paye pas assez d'impôts et la société en paye bien trop. Donc il s'agit de rééquilibrer. Donc c'est un peu comme sur l'autoroute, vous prenez votre voiture, vous payez le péage, vous payez. Là maintenant vous avez des autoroutes pour les transferts financiers, sont gratuites. Et elles sont trop importantes aussi, il y a bien trop de transferts financiers. Donc 0,2, si 0,2 ne suffit pas, on va dire 0,4 ou 0,5%, peu importe, c'est $1 à la limite. Et on pourrait même oublier la déclaration d'impôt. Vous vous rendez compte? Quel gain de temps pour la plupart des contribuables, pour la plupart des sociétés aussi. On paye nos impôts chaque fois que nous payons une facture, c'est terminé. Directement. Donc c'est différent de la taxe Tobin, encore une fois, dans le sens où ça concerne tous les paiements électroniques et dans le sens où ça pourrait remplacer les autres impôts. On n'en parle même pas. Pourquoi? Ce serait une solution à nos problèmes. Enfin, ça ferait partie de la solution. Et j'en termine avec la dernière mesure qui me touche directement puisque j'enseigne. Il faut réviser, il faut mettre tout sur la table, il faut réviser le contenu des cours en économie et en finance.